Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci à Dominique Dron et à Patricia Corrèze-Lenné d'avoir coordonné ce numéro des Annales des Mines. Il est construit à partir de ce que James Howard Kunstler avait nommé la longue urgence, et un des articles de M. Dupuis dans le numéro appelle cela une longue crise. C'est la prise en compte de défis majeurs qui ne requièrent pas, comme d'autres crises, une action ponctuelle, mais une somme de décisions sur le long terme, décisions prises longtemps à l'avance et adaptables dans la durée pour être efficaces. Et merci à elle d'animer cette table ronde. Nous aurons ainsi 1 heure et demie de présentation de 5 des 20 articles de ce numéro par des experts qui en éclaireront plusieurs facettes. Alice Canabat, qui sera d'ailleurs représentée, sociologue à l'Université Paris-Cité, Pascal Yvon, exploitant forestier et gérant fondateur de Carbon Forest, Robert Slomp, en charge notamment de la défense contre la montée des eaux au Rijkswaterstaat des Pays-Bas, Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement, et Loïs Mallet, dont nous verrons une vidéo, de directeur de l'Institut Momentum. Une demi-heure de questions et de réponses suivra. Permettez-moi aussi de rappeler que les Annales des Mines, fondées en 1794, sont la plus vieille revue imprimée d'Europe et comprennent 4 séries. Réalité industrielle, gérer et comprendre, responsabilité et environnement et enjeux numériques. Tous les numéros des Annales sont accessibles gratuitement dès le début du mois de leur parution sur le site annales.org. Les Annales des Mines sont ainsi dans leur rôle d'éclairer les enjeux structurels, économiques et industriels, écologiques, sociétaux, numériques et de management au travers de leurs 4 revues et des tables rondes qui accompagnent souvent leur sortie. En l'espèce, l'actualité récente nous rappelle s'il en était besoin l'urgence. S'agissant des manifestations physiques, inondations en Australie, typhons à Hong Kong, sécheresse dans de nombreuses parties du monde aggravant les menaces de famine, incendies dans le sud de l'Europe ou en Californie, chute dramatique ce week-end d'un énorme sérac dans les Dolomites, viennent illustrer cet aspect. S'agissant de la science, les rapports du GIEC, les rapports sur la biodiversité et de nombreuses publications. S'agissant des autres manifestations, des mouvements migratoires, guerre de l'eau, rétablissement des barrières commerciales entre blocs, actions juridiques contradictoires entre d'un côté la COP26, de l'autre une décision récente de la Cour suprême des États-Unis, ou une autre de la NDRC chinoise sur la production charbonnière, voire des valses hésitations au Parlement européen sur la taxonomie, pour ce qui concerne les effets sur les institutions et leurs tentatives de régulation. Les objectifs publics affichés impliquant des programmations massives, énergétiques et d'infrastructures qui se chiffrent en milliers de milliards. Et aussi les évolutions divergentes de segments formant les opinions publiques, qu'elles soient modelées par la géographie, par l'âge, la sociologie, les convictions philosophiques ou religieuses, l'action publique, les médias ou des mobilisations de jeunes générations oscillant entre état d'âme et volonté d'action. Tout cela est décrit dans ce numéro et les chantiers pour éclairer l'avenir sont donc nombreux. Je vous passe la parole. Merci Grégoire. Donc, oui, effectivement, comme tu le disais, comme tu en as montré de nombreuses manifestations physiques, et pas seulement physiques, politiques, économiques ou psychologiques. En fait, le monde dans lequel l'humanité vivait depuis des millénaires est en train de basculer. Et les enjeux environnementaux de l'humanité pendant plusieurs décennies, pourtant, ils ont été publiés et discutés aux visions religieuses, aux sous-jacents des discours et des argumentations qui sont déployés par différents acteurs face à ce que nous avons appelé la longue urgence environnementale. Alors, nous avons choisi le terme de longue urgence en référence à ce que Kunstler, donc James Howard Kunstler, appelait la longue urgence, lui, dans le domaine énergétique, c'est-à-dire un basculement prévisible à longue échéance qu'il faut préparer bien avant qu'il ne se manifeste à cause de l'inertie des structures. Alors, un des auteurs du numéro, le philosophe Jean-Pierre Dupuis, que beaucoup connaissent, soulignait en fait que plutôt que de longue urgence, il parlerait, lui, plutôt, et il en parle d'ailleurs, de catastrophe au ralenti, ce qui traduit bien la situation actuelle. Donc, dans son article, justement, il analyse les ressorts de nos comportements qui sont complètement paradoxaux entre la foi dans la technique dont je parlais tout à l'heure et puis la croyance, par exemple, transhumaniste d'appartenir à un groupe d'élus qui en réchapperait. Bien. Alors, nous assumons néanmoins aujourd'hui le choix de cette traduction éventuellement imparfaite
cette idée de basculement à long terme par la longue urgence, parce que elle nous paraît bien traduire justement ce paradoxe dans lequel nous sommes, de devoir anticiper à long terme des points à long terme, pas si long que ça justement, des points de bascule irréversibles avec des mesures à prendre tout de suite et donc des images à changer tout de suite. Patricia. Merci Dominique. Oui, donc face au parti pris que vous a décrit Dominique, que nous avons pris nous donc pour traiter cette question de la longue urgence, en nous intéressant donc comme elle le disait notamment aux représentations. Donc nous avons tout d'abord, alors en premier lieu, une partie de la revue qui est consacrée aux différentes visions de cette longue urgence. Donc, partie qui mêle analyse et illustration concrète. Et donc, pour cet après-midi, pour ce soir, donc deux articles, deux auteurs sont prévus. Alors, Alice Tanabat, qui effectivement ne pourra pas intervenir, et donc j'essaierai de vous présenter le papier qu'elle nous a adressé, qu'elle aurait dû présenter, ce qui vous permettra au moins d'entendre le propos qu'elle aurait voulu vous porter ce soir. Donc autour de l'analyse des stratégies des différents acteurs face à notre confrontation aux limites, et donc de leurs sous-jacents et présupposés. Et ensuite, donc, un autre auteur, donc Pascal Yvon, lui nous présentera un exemple concret finalement à partir des représentations, comment concrètement des représentations des fondements scientifiques et des indicateurs différents conduisent face aux mêmes enjeux du climat et du vivant à des scénarios opposés de gestion forestière. Donc sur un exemple bien concret, ces différentes visions et les stratégies différentes qu'elles peuvent induire. L'intervenant suivant, donc Robert Slomp, alors du Rijkswaterstaat, donc qui est l'agence du gouvernement des Pays-Bas chargée de la planification, de la conception et de l'entretien des infrastructures publiques majeures, nous expliquera comment les Pays-Bas se préparent de façon concertée à une montée des eaux de plusieurs mètres. Et son témoignage et donc qui se situe dans la dernière partie du numéro, voisine donc avec des réflexions présentées dans le cadre de la défense nationale des méga-feux ou des assurances, et donc porte sur ce qui est déjà en cours ou en réflexion au niveau de différentes instances par rapport donc à cette longue urgence telle que nous l'avons appelée. Autrement, un autre chapitre donc de la revue explore les métaphysiques et imaginaires de la longue urgence, en allant donc sur un champ assez vaste, puisque les articles, il y a un article d'abord sur les fins du monde au fil des siècles, et puis également donc un article sur leur mise en scène dans le cinéma américain. Donc, et pour poser donc la question institutionnelle et philosophique des modèles de société dans la longue urgence. Avec son expérience donc reconnue d'avocate et de ministre, donc Corinne Lepage interviendra également donc ce soir pour ouvrir des pistes pour un droit adapté et démocratique. Et Loïs Mallet, qui est directeur de l'Institut Momentum, donc nous présentera une vision d'une organisation possible en Île-de-France en 2050 après une rupture majeure. Ces auteurs sont dans une partie qui pose la réflexion sur quel modèle de société finalement face à la longue urgence, sachant que des réponses différentes peuvent être apportées et que le modèle de société qui peut en résulter, bien entendu, est un enjeu majeur pour l'humanité. Ce chapitre également met en évidence la nécessité du débat justement pour clarifier ces différentes options de société sous-jacentes à telle ou telle proposition qui au départ peuvent paraître être simplement des propositions purement techniques. Donc après cette présentation générale de la revue, donc il était prévu donc que Alice Tanabat intervienne. Donc comme il a été indiqué, elle ne peut être parmi nous malheureusement. Donc elle nous a envoyé
le texte qu'elle aurait présenté. Peut-être juste rappeler au départ que Alice Tanabat donc est sociologue, docteur de l'Université Paris-Descartes et chercheur au laboratoire de changement social et politique de l'Université de Paris. C'est une spécialiste des pratiques et imaginaires de l'après-croissance. Et juste pour rapporter des travaux qu'elle a fait pour le ministère où je suis actuellement, donc elle a produit un rapport pour le Commissariat général au développement durable en 2020 sur les récits de l'effondrement. Et par ailleurs, donc moi j'avais eu le plaisir et la chance qu'elle accepte d'accompagner un cycle de séminaires que j'avais co-organisé au sein du CGEDD, donc avec une collègue sur les récits de la transition en 2020-2021. Donc, si vous voulez bien, je vais présenter donc le document que nous a adressé, le message donc que souhaite vous adresser Alice Tanabat. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis confuse de ne pouvoir être présente ce soir. Acceptez que ces quelques mots puissent y suppléer. J'ai eu la chance de participer à ce fort beau numéro des Annales des mines, et j'en remercie au passage Patricia Corrèze-Lenné et Dominique Dron, autour d'un sujet important, celui de notre appréhension de la longue urgence, de notre capacité à la saisir et à y répondre, sans ployer sous de trop fréquents tropismes et sans reculer devant l'inquiétude, peut-être devrions-nous dire angoisse, qu'une telle aggravation peut générer, y répondre en somme avec responsabilité. J'ai ainsi commis un bref article portant sur ce que j'ai appelé les batailles de la longue urgence, car se confronter aux limites soulève une série d'enjeux porteurs de conflictualité. Ici, un progrès hypostasié, là, la dure question de ce à quoi nous tenons, pour reprendre le titre d'un très bel ouvrage d'Émilie H., ou encore nos difficultés communes à nous représenter le pire et à accepter qu'un autre régime puisse être nécessaire. Donc après cette introduction, je vous lis l'article d'Alice Tanabat. En effet, face à une écologisation tendancielle de la société et prenant de multiples formes, s'érigent des visions propositionnelles très diverses. Réorganiser les modes de vie et les modes d'être peut emprunter des formes extrêmement différentes. De la croissance verte soutenue par des solutions technologiques aux initiatives post-croissancistes visant des formes de sobriété fortes. Les écarts de transformation socio-culturelle qu'il y a à faire sont élevés et, encore une fois, porteurs de conflits de représentation. Ces divergences de lecture ont, certes, toujours existé, mais l'aggravation de la situation rend plus saillant encore ces oppositions de trajectoire et des narrations et visions politiques qui les soutiennent. Je tracerai 3 lignes comme autant d'enjeux préliminaires. Je rappellerai évidemment que cette confrontation aux limites est constitutive du projet de l'écologie politique. On la trouve dans le rapport Meadows, qui a été l'un des premiers à poser la question des limites à la croissance et à poser ainsi l'horizon catastrophiste propre à l'écologie. Ce rapport, autrement appelé Limit to Growth ou Halte à la croissance, avait été commandé en 1970 par le Club de Rome à des chercheurs du MIT. Publié en mars 1972, il a été l'un des premiers textes alertant sur le caractère insoutenable de la croissance économique et démographique et sur les risques d'effondrement associés. Au tournant des années 1960-1970, c'est une série d'alertes scientifiques qui sont introduites et qui vont participer à structurer le passage, fin des années 60, du naturalisme des premiers temps à l'écologisme entendu comme nécessité d'une société alternative. C'est d'ailleurs dans ce contexte alarmiste qu'émergeront ou que se restructureront les associations et bientôt les partis politiques qui se réclameront de l'écologie politique. Donc, la question des limites se pose ainsi explicitement dès les débuts de l'écologisme et avec elle, celle des modalités de durabilité de notre civilisation. Nous pourrions même dire de survie de notre modèle, et je fais référence ici au mouvement proche de Grothendieck, qui va, dès les années 70, dénoncer les orientations du développement technoscientifique. La revue Survivre et Vivre sera l'une des revues d'écologie politique les plus influentes. Mais le terme aujourd'hui est anxiogène. La question de la responsabilité se pose ainsi comme quasi constitutive du projet de l'écologisme. Précisons ici qu'après notamment un reflux dans les années 80 et 90
où l'enjeu écologique s'institutionnalise, les années 2000 voient ces approches regagner en vigueur dans des mouvements qui vont traduire la perte de confiance massive en la rhétorique rassurante du développement durable, tel que celui de la décroissance. Deuxième point. Je rappellerai que coexistent aujourd'hui différentes représentations du futur comme autant de façons de formuler des avenirs. Certains posent justement comme impossible la continuation d'un modèle considéré comme dépassé et nocif, nous menant non pas dans l'impasse. D'autres, à l'inverse, entreprennent de sauver ce qu'ils considèrent être le projet de modernité et sa valeur, soit une certaine conception du progrès que la science et la technologie s'emploient à illustrer. Pour en synthétiser l'idée centrale, le clivage est très fort entre modernisme et réformisme environnemental d'une part, et aspiration discontinuiste, voire contre-hégémonique d'autre part. Ce qui est ici conçu comme des outils de réalisme politique, rationnement, sobriété, voire planification écologique, est ailleurs perçu comme bribe d'une écologie autoritaire. De nombreuses diatribes sont en effet fréquemment opposées à toute formulation visant à réinterroger le récit moderne et les attentes qui semblent le nourrir. Un désamour partagé par les décroissants qui voient, à l'inverse, dans les turiféraires de la technique, les apôtres d'une vision à minima naïve et déconnectée de la matérialité réelle de la crise écologique pour celles qui ne sont pas carrément dangereuses. La géo-ingénierie incarnant par exemple ce ténant enthousiasme réformateur présenté comme illustrateur du niveau de progrès, voire de prouesse scientifique qui est le nôtre. Troisième ligne visant à conclure cette mise en appétit afin de vous inviter à consulter ce fort beau numéro de la revue. Notre époque se trouve être celle de l'adversité face à la longue urgence. Et l'on comprend qu'il puisse y avoir ici une concurrence des récits, dans leur puissance explicative et dans leur force propositionnelle. Double nécessité d'autant plus forte que l'urgence d'une opération de mise en ordre permettant de recréer du sens collectif se fait dans l'opinion publique de plus en plus pressante. Mais cette bataille demeure en soi inéquitable en raison de jeux d'acteurs au pouvoir d'influence fort différents. Les acteurs les plus enclins à maintenir le projet d'une modernité conquérante étant évidemment aussi ceux dont les ressources économiques et financières sont les plus à même d'imposer le business as usual comme un projet de société. Face à cela, les acteurs, aux ressources plus humaines que financières, proposant des modèles territorialisés de sobriété, établissant que la remédiation face à la longue urgence n'est pas que technique, tente, telle une armée de David, d'introduire la nécessité de l'humilité et de l'intelligence collective. Et je terminerai en insistant sur ce point. Comment finalement sortir, d'une part, de l'arrogance de la prouesse qui ignore ses propres apories et d'un cadrage politique ou économique comme borgne, et, d'autre part, de l'abattement éco-anxieux. Peut-être déjà en réintroduisant de la modestie, de la mesure, du réalisme. On le sait bien, et depuis longtemps, dans les humanités environnementales. C'est le récit continuiste classique qui semble aujourd'hui constituer le nœud du problème. En ce sens, nos discours et nos processus de décision politique s'inscrivent traditionnellement dans le méta-récit d'une histoire humaine qui ne prendra jamais fin. Le développement est à cet égard une illustration de cet idéal performatif. Comme les travaux de Villalba le montrent, le délai, lui, résulte de la déduction que l'histoire de notre monde moderne ne peut plus se construire sur ce modèle. Il est au contraire une phase particulière d'examen, de doute, qui doit prendre appui sur les connaissances scientifiques du moment afin d'estimer le temps restant avant que la situation ne soit devenue complètement et définitivement irréversible. J'en ai fini. Merci beaucoup Patricia d'avoir suppléé à l'absence imposée de Madame Canabat. Merci beaucoup. Alors, dans ce texte, entre autres, Madame Canabat exprime une différence entre le temps cyclique du développement continu, enfin le temps linéaire, excusez-moi, du développement continu qui est le nôtre, et le temps cyclique de nombreuses civilisations antérieures. Vous trouverez aussi un traitement de ce sujet dans la revue au sujet de Fukushima. Mais elle
elle a aussi parlé de l'importance, enfin des différentes visions que peuvent porter différents acteurs en fonction des techniques dont ils disposent ou qu'ils ont envie de développer ou des connaissances dont ils disposent. Et à ce titre, et d'un point de vue très concret, je voudrais passer la parole à Pascal Yvon. Pascal Yvon, qui est gérant fondateur de Carbon Forest, qui est propriétaire exploitant forestier, qui connaît la forêt quasiment de nez dedans, et qui va nous exposer le rôle que jouent justement les représentations, les connaissances, les indicateurs, le positionnement des acteurs dans la production d'un discours et de pratiques sur comment fait-on pour adapter la forêt au changement climatique. On a effectivement aujourd'hui des discours assez opposés sur la question. Et donc, ce sont les sous-jacents et les moteurs de ces discours et de ces pratiques que Pascal Yvon, je remercie beaucoup d'être là, va maintenant nous présenter, s'il en est d'accord. Merci beaucoup à Madame Dron et à Madame Corrèze-Lenné de m'avoir permis d'intervenir dans ce numéro et de parler aujourd'hui. Alors, c'est un article qui a été commis avec Franck Jacobet. Franck Jacobet aujourd'hui est gestionnaire de massifs forestiers, il a sa société, son cabinet qui s'appelle Civgest, mais il était jusqu'à il y a peu impliqué, enfin il faisait partie du staff de la gestion des 200 000 hectares de forêt qui sont sur la grande couronne de Paris. Voilà, donc c'est un ingénieur issu de l'Office des forêts au départ et qui a des compétences écologiques également très intéressantes. Voilà, c'est aussi un statisticien qui a bâti des modèles de calcul pour pouvoir démontrer le fonctionnement des forêts quand elles ne sont pas gérées de manière régulière. Alors, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. D'abord, c'est difficile de parler de ce sujet parce que depuis des lustres, les forestiers français se battent sur la question de la régularité ou de l'irrégularité d'un système forestier quand on gère des forêts. Et on a essayé de dédramatiser ça, justement. Excusez-moi, Monsieur Yvon, juste un point. Je crois qu'il faut que vous définissiez ce que c'est que régulier et irrégulier, parce qu'il n'y a pas que des forestiers dans la salle. Alors, bon, il y a deux manières, on va dire, deux grandes manières de gérer les forêts. Soit on décide de découper l'espace en surface et de dire que l'on renouvelle ces surfaces à un instant T. Donc, on va couper la totalité des arbres qui sont sur une parcelle. Et donc, on va se retrouver avec un peuplement dit régulier parce que tous les arbres auront le même âge. Voilà. On aura ce qu'on appelle aussi une structure équienne. Hein. Donc, tous les arbres seront en gros de même taille, de même hauteur, enfin bon, et donc de même âge au départ. La question d'irrégularité, c'est une idée différente de l'appréciation du modèle forestier où on décide finalement de faire une sylviculture de sujets, une sylviculture d'arbres. On va regarder chaque arbre et on ne va pas regarder un groupe d'arbres dans une parcelle. Et donc, on va essayer de suivre le fonctionnement, l'automation naturelle, on va dire. On va essayer de suivre ça en faisant de la cueillette d'individus en fonction des critères de gestion qu'on s'est fixés. Voilà. Et donc, on se retrouve avec des peuplements qui sont mélangés en âge, donc qui ont une structure dite irrégulière, avec des grands, des plus petits, des moyens, enfin voilà. Et en même temps, par la force des choses, cette irrégularité du système, quand elle est, on va dire, quand elle perdure, elle va conduire automatiquement aussi à une plus grande biodiversité. Parce que la lumière ne va pas arriver de la même manière au sol forestier que dans un peuplement régulier. Vous imaginez une futée régulière avec des très grands chênes ou des très grands hêtres.
En dessous, on voit souvent très bien et très loin dans la parcelle parce qu'il n'y a plus rien qui pousse à partir d'un certain âge où on a les arbres qui sont très grands. Quand on a des arbres de différentes tailles, on a des puits de lumière, on a une circulation de la lumière qui est intéressante. Et on peut avoir des graines qui vont germer au gré de cette luminosité perpétuelle, permanente. Et en même temps, on a aussi une biodiversité faunistique qui va venir là-dedans, parce que il y a, ne serait-ce que par rapport à la lumière, vous avez des oiseaux qui ont besoin de lumière, vous avez des oiseaux qui ont besoin de moins de lumière, vous avez des chiroptères qui vont circuler dans un peuplement dense et d'autres qui vont préférer circuler dans un peuplement plus clair. Vous avez des individus qui aiment les lisières, et donc quand vous avez un trou qui peut faire 300, enfin 1000 mètres carrés par exemple, ou 500 mètres carrés, à partir de 500 mètres carrés, on peut avoir des lisières qui se créent en fonction de l'orientation du trou dans le peuplement forestier. Donc tout ça conduit naturellement à avoir des individus différents qui viennent, donc une biodiversité. Et quand ce système perdure dans le temps, eh bien la biodiversité s'accroît de manière exceptionnelle parce qu'on peut arriver à avoir des peuplements forestiers qui vont contenir jusqu'à 40 essences ligneuses en même temps. C'est considérable. Et quand vous avez 40 essences ligneuses, vous avez toute la faune qui est et la flore qui est inféodée à chacune de ces espèces ligneuses qui va être présente plus ou moins dans l'écosystème. Et donc, on finit par avoir un renforcement complet de la biodiversité. Alors, ce qu'on a essayé de faire dans cet article, c'est d'expliquer les raisons, on va dire, du développement au XIXe siècle de la futaie régulière, parce que la futaie régulière qui est aujourd'hui, qui représente la plus grande surface de forêt française métropolitaine, elle a une raison d'être. Et elle est là parce que ça a été pratique à un moment donné en fonction des besoins de la population et de l'industrie en matériaux de chauffage et en matériaux de construction aussi. La forêt, il ne faut pas l'oublier, est quand même la première source de matériaux renouvelables, que ce soit d'un point de vue énergétique et de construction. Et donc, depuis la nuit des temps, on l'utilise. Et en fonction des différentes utilisations, des différentes nécessités des différentes époques, eh bien, la forêt a pris un mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement régulier qui est le plus présent. Le mode irrégulier, il existe depuis très longtemps aussi, mais il a été, on va dire, conservé dans des réserves, entre guillemets, c'est-à-dire des peuplements de parcs ou des zones périurbaines ou des zones accueillant plutôt le public, parce que le fait qu'il n'y ait pas de coupe rase a un effet sur la population, et la population a un effet naturellement aussi sur la forêt. Et on voit que depuis 2 ans, l'Office des forêts, par exemple, a décidé de passer en irrégulier la grande couronne de Paris. Donc il y a 200 000 hectares qui viennent de passer en gestion irrégulière autour de Paris. Et ça, c'est intéressant. C'est fait sous la pression, on va dire, de l'opinion publique. Mais il y a donc plein d'autres effets intéressants sur les différences entre ces modes de fonctionnement, et c'est ce qu'on a expliqué, c'est ce qu'on a tenté de démontrer dans cet article, sans forcément prendre parti, même si vous savez bien que moi je suis plutôt porté pour la question irrégulière, mais en réalité, ce que je voudrais dire, c'est que le plus important, c'est pas tellement la structure d'un peuplement, tout simplement parce que par les temps qui courent, vous avez une tempête, vous avez un cataclysme, vous pouvez avoir une structure qui s'inverse. Je prends un exemple très simple. Vous avez par exemple un peuplement irrégulier, imaginons, feuillu, résineux, avec des douglas et des frênes. Imaginons que les douglas n'aient pas le même âge que les frênes. Donc vous avez une structure irrégulière avec plusieurs étages dans le peuplement. Du soir au matin, vous avez la cale à rose qui arrive. Tous les frênes meurent. Vous vous retrouvez avec une structure régulière, de fait.
Autre exemple, vous avez un peuplement avec vraiment irrégulier, avec différentes hauteurs d'arbres. Vous avez une grosse tempête qui arrive et qui fait tomber tous les gros arbres. Il reste les petits et les moyens, et on se trouve dans une situation de régularisation du peuplement. Hein, on a enlevé, on a vu enlever donc une partie des arbres. De la même manière que on fait une coupe et on peut décider en gestion de dire, eh bien, on va enlever tous les arbres qui sont au-dessus de 50 de diamètre. Et on va régulariser de facto le peuplement en réduisant l'écart entre les individus. Hein. Donc, on voit bien que la structure, c'est quelque chose qui est définissable à un moment donné en fonction de l'histoire d'une forêt, mais qui n'est pas forcément éternel. Hein. Comme dans tout le monde vivant, rien n'est éternel, et bien là c'est pareil. Alors, en réalité, Monsieur Yvon, oui, il vous reste 2-3 minutes. 3 d'accord. minutes. Alors je conclus simplement en disant que la vraie question, c'est la question de couvrir le sol, de le protéger, et de le protéger notamment de l'érosion, pour conserver son fonctionnement, pour conserver toutes ses facultés intéressantes d'un point de vue biologique, et ça s'appelle le couvert continu. Et ça met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que faire un peuplement à couvert continu, gérer à couvert continu, c'est tenter de mettre en place un système dans lequel on va avoir à la fois la strate herbacée, la strate arbustive et la strate arborescente de présente. Donc, dans un peuplement irrégulier, ça se fait de facto. En revanche, dans un peuplement régulier, ça peut se faire, et ça se faisait il y a 100 ans, dans tout l'ouest de la France, on régénérait les peuplements réguliers, sur une période qui était suffisamment longue pour que les semis de chêne, pour prendre l'exemple du chêne, soient déjà des arbres quand on enlevait les derniers semenciers de la parcelle. Voilà. Aujourd'hui, on va dire que la question économique et industrielle demande de plus en plus à ce que les choses aillent très vite. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la forêt ne peut pas, enfin en tout cas un écosystème forestier ne peut pas forcément aller à la vitesse de l'industrie. Et il faut absolument savoir raison garder et que les forestiers continuent à gérer leurs écosystèmes naturels et que l'industrie continue à faire son métier. Mais il ne faut surtout pas mélanger les deux et que ce soit les industriels qui dictent à un moment donné la manière de gérer des espaces naturels. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Yvon. On voit que il est effectivement, pardon, j'ai pas mis la vidéo. Hop, voilà. On voit qu'il est effectivement périlleux pour les capacités de production et de régénération d'un système vivant qui est la forêt, de vouloir lui appliquer des logiques trop aval, c'est-à-dire qui sont plutôt des logiques de type procédé industriel et qui ne prennent pas forcément en compte l'ensemble des co-bénéfices, biodiversité, stockage de carbone, etc., dans le sol, puisque c'est le sol qui est le principal stockeur de carbone, y compris dans les forêts. Je vous propose maintenant, nous venons de parler de bois, je vous propose maintenant de parler d'eau. Et je voudrais passer la parole à Robert Slomp, que je remercie beaucoup d'être là et d'avoir contribué à ce numéro. Monsieur Slomp, vous avez la charge aux Pays-Bas de concevoir, d'organiser, d'orchestrer la façon dont votre plat pays peut faire face à des enjeux comme la montée des eaux de plusieurs mètres, ce qui est colossal. Et je vous passe la parole tout de suite, puisque vous allez montrer que dans ces opérations-là, dans ces travaux-là, le fond est important, mais que la forme, concertation, etc., l'est également. Je vous passe la parole et je vous remercie. J'avais préparé une petite série de diapos. Je vais essayer celui-là. J'espère que ça marche.
Vous voyez quelque chose ou pas? Oui, Euh, nous voyons. mais c'est d'accord, une chose. J'ai deux écrans devant moi, donc c'est pas toujours facile. Euh, vous le voyez de nouveau? Très bien, oui. Oui. Oui, les Pays-Bas, on a toujours lutté, depuis longtemps, on a lutté contre l'eau. Parfois, on était perdant et parfois, on était gagnant. Mais après, on a arrêté avec de récupérer la terre dans la mer parce qu'on voyait qu'on faisait trop de dégâts écologiques. Surtout depuis les années 80, on a eu tout un groupe de pêcheurs et de gens qui protègent la nature qui sont mis ensemble. Et c'est ça qui a beaucoup forcé notre organisme à réfléchir sur nos projets. Donc, il y a un grand projet non achevé à côté d'Amsterdam. Mais on voit aussi que maintenant, aux Pays-Bas, dans tout le monde, on voit vraiment une augmentation de température du monde, surtout les derniers 30 ans. Et il faut surtout essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui et qu'est-ce que ça signifie pour le futur. Et les Pays-Bas a plusieurs enjeux. L'augmentation au niveau de la mer entre 35 et 85 cm par an, maintenant dans nos modèles, et peut-être 1 ou 2 mètres dans 100 ans, dans le proche futur, on ne sait pas. À cause de cette augmentation au niveau de la mer, les dunes s'érodent et il y a une intrusion d'eau saline à côté de tous les estuaires et les fleuves. Et on a une pluviométrie plus intense et plus forte. Et on a des développements urbains qui concurrencent avec nos besoins pour l'écologie et pour gérer les pays. Et on a fabriqué un grand problème, ce qui est la subsidence. Nous-mêmes, on a surtout les zones avec la tourbe, on voit ça dans les images à droite, en bas. Dans l'année 900, on avait une immense montagne de tourbe ou une zone de tourbe qui était beaucoup plus haut que les lacs autour. Et parce qu'on a asséché la terre pour le cultiver, la tourbe s'est oxydée. Et donc maintenant, les zones sont beaucoup plus bas que le niveau de la mer. Donc on doit utiliser les éoliennes d'abord pour pomper l'eau et maintenant on utilise les pompes électriques pour sortir l'eau. Mais c'est pas seulement la mer qui est important. Aussi avec les rivières, on a des crues hivernales beaucoup plus grands, 20% plus de précipitations et 10% plus de crues. Mais aussi, on a des longues périodes qu'on a vues maintenant, derniers 2-3 ans, qui a des périodes de 4-6 semaines sans pluie. Donc, on a aussi des étiages beaucoup plus importants. Tous ces problèmes sont aussi, et d'autres pays ont aussi une partie de ce problème dans certaines zones de leur pays. Donc, c'est pour ça quand même c'est important de montrer comment on essaye de gérer nos problèmes. On a plusieurs organismes. Depuis le XIIIe siècle, on a les associations des paysans qui géraient leurs propres digues en système démocratique ou assez démocratique, très mercantiliste. Tu payais une taxe pour gérer les digues et le système d'eau selon le nombre de hectares que tu avais. Donc, si tu avais un très grand terrain, tu payais plus de taxes, mais aussi tu avais beaucoup plus de droits de vote. Donc, on avait un système très mercantiliste. Quand tu avais plus de choses en jeu, des enjeux, tu avais aussi plus de taxes, mais aussi un plus grand vote. Et d'où allait l'argent. Et on a un système, donc ce organisme s'appelle les Wateringen aussi, il y a ça dans le nord de la France. Ces organismes, ils gèrent l'eau, donc contre les digues
contre l'inondation, mais aussi l'eau d'irrigation et des drainages. Et c'est un système où il y a un recouvrement des fonds. Donc, ils ont seulement droit de taxer pour rendre un service. Ils n'ont pas droit de faire un bénéfice. Et après dans l'occupation française de 1798 à 1800 et quelques, on a eu 15, je pense, on a eu un organisme national. On avait beaucoup d'inondations à cause des glaces dans les fleuves et donc beaucoup de digues ont cédé. Et donc après, on a eu une gestion nationale aussi surtout sur les fleuves, qui est devenu notre organisme qui gère en fait les Pays-Bas, les autoroutes, les grands fleuves, les lacs et notre côte. Donc on est l'organisme des travaux publics des Pays-Bas. Oui, environ 26% du pays en dessous du niveau de la mer et 29% est aussi inondable. Donc environ 60% de notre pays est inondable. Et il y a environ 100 000 personnes qui habitent dans une zone non protégée, surtout autour des grandes villes comme Rotterdam, Dordrecht, mais aussi à côté des dunes, à côté de Rotterdam. Oui, ça c'est aussi une autre image pour montrer qu'est-ce qui sont nos défis. Donc c'est ça. Que j'ai déjà parlé de chacun de ce sujet. Donc 60% de notre pays est inondable, 26% en dessous du niveau de la mer, mais ces lignes vont changer avec 1, 2, 3 ou 5 mètres d'augmentation au niveau de la mer. Donc, il y aura plus de zones inondables et quand il y a une inondation, il y aura beaucoup plus d'eau dans une zone. Et si on voit la zone qui est ici, je ne sais pas si vous voyez. Ah non, il n'y a pas ça. Donc, la zone où il y a les grandes villes de Rotterdam, Amsterdam, La Haye et Utrecht, et c'est une zone protégée, il y a environ 3,5 millions d'habitants, et c'est à peu près la zone la plus bleue qui est au milieu de la carte. Donc, ce qu'on a vu, qu'il y a vraiment un changement de température du monde, mais on n'a pas vraiment encore vu une accélération de niveau de montée de niveau de la mer. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu environ 20 cm d'augmentation au niveau de la mer par siècle. Mais l'accélération, on pense qu'il va avoir une accélération parce que si la calotte glaciale sur l'Antarctique va dégeler, c'est très loin des Pays-Bas. Le Groenland est assez proche. Donc, il y a une espèce d'effet gravitationnel qui fait que si la calotte glaciale sur le Groenland disparaisse, que le niveau d'eau va aussi baisser parce que la glace n'attire plus l'eau, mais ça va augmenter parce que la glace est fondée. Donc, ça va à peu près être en équilibre. On a plusieurs projections. On a déjà tous nos constructions depuis 2009 doivent tenir compte d'environ 1 mètre d'augmentation niveau de la mer par siècle. Mais maintenant, on est en train de réfléchir qu'est-ce qui va arriver si on aura 2 ou 3 mètres dans les 200 ans qui vont venir. Parce que ça, c'est la grande question. Si on sait qu'aux Pays-Bas, un projet dure autour de 30 à 40 ans pour aboutir, il faut vraiment commencer vraiment à temps pour régler les problèmes d'augmentation du niveau de la mer. Et le changement de climat, c'est pas seulement l'augmentation du niveau de la mer, mais c'est aussi les fleuves. Par exemple, en juillet,
l'année passée, on a une immense pluviométrie au-dessus des Ardennes et de Eifel en Allemagne, et ce qui a provoqué 200 morts en Belgique et en Allemagne. Aux Pays-Bas, on a eu beaucoup de dégâts. Heureusement, on n'a pas eu de morts, mais on a eu immensément de dégâts. Donc, ce phénomène, on n'avait jamais encore vu un crue dans l'été de telle ampleur. Et donc, on doit vraiment essayer de comprendre d'où vient ce crue. Quels sont les phénomènes qui ont causé ce crue? Une explication assez météorologique est parce qu'on a eu une augmentation du niveau de température du monde. Les jet streams, des plus grandes ondes, qui expliquent la chauffe, l'immense température haute à l'ouest du Canada, mais ça explique aussi qu'une zone de précipitation peut rester fixée sur un certain endroit en Europe. Et donc, après une immense pluviométrie en 2 jours. Monsieur Slomp, il vous reste quelques minutes. Il vous reste 2-3 minutes. D'accord. Donc, Merci beaucoup. on a pensé à 4 solutions pour protéger le pays. Une, c'est de vraiment tout fermer, ou de tout fermer sauf les fleuves. Et ça fait donc, on doit protéger tout. Une deuxième solution, c'est un peu la contre-attaque. Donc, on va construire une nouvelle ligne de digues dans la mer pour avoir plusieurs lignes de défense. Ou la dernière solution, c'est quitter certaines zones à risque et vraiment se réfugier sur le terrain qui sont plus hauts et plus facilement à défendre. Je pense, en vérité, on va essayer un peu de tout. Ce ne sera jamais un de ces 4, mais on a besoin vraiment de réfléchir sur ces 4 extrêmes pour choisir notre politique. Et on doit aussi le discuter avec la population, parce qu'en fait, c'est eux qui payent la facture. Et ce que je voulais dire, un très important message, aux Pays-Bas, depuis 60 ans, on fait des immenses investissements. Mais notre niveau de risque n'a pratiquement pas changé, parce qu'il y a une immense croissance économique qui a causé que le risque a aussi immensément augmenté et qu'on a pu le réduire par toutes ces constructions. Donc, l'effet de l'économie est un peu plus grand que l'effet de climat. Mais il faut s'attaquer aux deux. Donc, s'il y a beaucoup plus de gens qui habitent dans une certaine zone, il faut vraiment le protéger. Et je vais arrêter. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Slomp. Ça donne une idée de l'ampleur des enjeux, c'est même pas des défis, quoi, l'ampleur des modifications, des changements de processus, des changements de phénomènes, d'ordre de grandeur des phénomènes qui doivent être traités de manière très concrète et avec, comme vous le disiez, des implications économiques, financières et politiques. Donc, puisqu'on parle de concertation, d'adhésion politique qui sont également très forts. Merci beaucoup. Alors, on posera bien sûr toutes les questions hein, dans la dernière demi-heure. Je voudrais maintenant passer la parole, si elle a pu se connecter, à Madame Corinne Lepage, Madame la ministre. Allô? Vas-y, c'est moi, c'est ma faute. J'ai 2 personnes connectées en fait par téléphone. Je ne sais pas du tout. Alors, l'une des deux est forcément Madame Lepage. Hein. J'ai demandé le rétablissement du son. Je vais rendre quoi du matin. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça Oui, marche?
Oui, Est-ce que ça marche? C'est bon? Bravo. c'est On bon. y est. C'était très laborieux, je suis vraiment désolée. Bon, merci d'abord de m'avoir proposé de participer à ce numéro extrêmement important. Alors, en quelques minutes, je vais essayer de résumer ce que j'ai voulu écrire dans ce papier autour du droit et des institutions politiques face à la longue urgence. Tout d'abord, dire que si on parle de climat, la longue urgence, c'était peut-être vrai il y a 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, c'est de l'urgence très rapprochée. Je pense qu'on n'est plus du tout dans la longue urgence, même si le sujet garde tout son intérêt. Alors, au niveau du droit, les concepts de base du droit s'accommodent très mal de l'incertitude sur le long terme comme de l'irréversibilité. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le droit a dû faire appel à de nouveaux concepts. Alors, l'incertitude, le droit n'aime pas ça. Il y a un excellent article qui a été écrit il y a quelques années par le professeur Raymond Bouilloux qui proposait d'apprendre à conjuguer des futurs imparfaits. C'est une très belle formule. Parce qu'en droit, il faut des causes, il faut un lien de causalité quand il y a une responsabilité. Il faut des éléments probants pour prendre une décision et l'incertitude s'y prête extrêmement mal. Il y a un deuxième élément qui est très difficile à intégrer, c'est la question de l'irréversibilité. Alors bien sûr, l'irréversibilité, elle existe en droit. Quand vous avez un dommage irréparable, vous perdez une jambe, un œil, un bras, etc., c'est irréversible. Dans le dommage à la personne, c'est tout à fait intégré. Mais ce n'est pas du tout facilement transposable en matière environnementale. L'irréversibilité en matière climatique ou de biodiversité, c'est par définition insusceptible de réparation ou de compensation, puisqu'on ne peut pas revenir à une situation ex-ante. La disparition des coraux, la montée du niveau des mers qui fait disparaître les terres ou certaines civilisations, qui est la question posée aujourd'hui par les AOSIS, sont un exemple parmi beaucoup d'autres. Et ça, le droit aujourd'hui ne sait pas bien l'intégrer. Et par voie de conséquence, il faut effectivement essayer de trouver de nouveaux concepts. Alors, c'est ce qui a été fait avec l'apparition de quelque chose que vous connaissez tous, qui est le principe de précaution, qui précisément est fait pour essayer de gérer la question de l'incertitude. Alors, vous savez tout ce que c'est, je n'entrerai pas dans les détails, mais simplement, je vous renverrai, à mon avis, à une décision de justice les plus intéressantes sur le sujet, qui est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er octobre 2019, rendu à propos du glyphosate. La Cour écrit notamment lorsqu'il s'avère impossible de déterminer avec certitude l'existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature non concluante des résultats des études menées et que la probabilité d'un dommage réel pour la santé publique persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives. C'est un arrêt qui va beaucoup plus loin que les applications extrêmement fragiles que nous avons pu connaître de ci et de là. Et puis, il y a des évolutions aussi sur le lien de causalité avec la montée en puissance de la probabilité qui paraît assez contradictoire en fait avec le lien de causalité, parce qu'on a besoin de certitude, mais de plus en plus la jurisprudence le reconnaît. Et j'ai cité dans le papier toute une série de décisions qui ont été rendues, mais je n'ai pas le temps de rentrer dedans. Et par voie de conséquence, je vous renvoie tout simplement au papier sur ces décisions qui sont le Signal, l'Erika, enfin il y en a toute une série. Alors maintenant, qu'en est-il au niveau des institutions ? Alors, au niveau des institutions, je dirais que les solutions, enfin, la mise en œuvre de l'outil n'est pas beaucoup plus brillante. La confrontation du système démocratique à l'urgence écologique et climatique n'est pas nouvelle. Je vous renvoie à Ulrich Beck ou à Hans Jonas sur ces questions.
Le sujet, c'est comment on fait marcher la démocratie avec la prise en compte de ces éléments, alors même qu'on est aujourd'hui dans un système dans lequel la floraison des démocraties illibérales et même bien peu libérales pour celles qui s'estiment être libérales, montre déjà suffisamment combien le système démocratique est mis à mal. Alors, a fortiori, lorsqu'il s'agit d'éviter de réduire la catastrophe, eh bien, je dirais que nos institutions sont extrêmement mal outillées pour cela, et on en a eu encore un très joli exemple hier au Parlement européen. Alors, maintenant, quelles issues, comment faire, quelles propositions? D'abord, pour venir un peu apporter une note d'optimisme aux derniers propos que je viens de tenir, ce n'est pas les pays les moins démocratiques qui ont les pays et les politiques environnementales les plus satisfaisantes, au contraire. On voit en réalité qu'il y a un lien entre pays démocratiques et politique environnementale, au sens le plus large du terme, et qu'il y a un lien entre ceux qui exècrent la démocratie et qui, dans le même temps, exècrent tout ce qui peut se rapporter à la lutte contre le dérèglement climatique, a fortiori l'adaptation au dérèglement climatique. Alors, on peut parler de la Chine, de l'Inde ou de la Pologne, mais la Cour suprême des États-Unis vient de nous donner une illustration sur le même, je dirais, même si c'est différent, les choses se rejoignent. Ensuite, je crois qu'il faut sortir du faux dilemme instillé à de nombreuses reprises à la faveur de la crise Covid, qui serait vivre en bonne santé sous un régime autoritaire ou vivre malade dans une démocratie. On a beaucoup entendu ces oppositions, c'est absolument pas admissible et ça l'est pas davantage pour les questions écologiques. Donc il faut travailler pour que les deux soient compatibles. Comment? Premier point, c'est la justice dans les forts. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait fondamental. S'il n'y a pas un minimum, même plus qu'un minimum de justice dans les forts qui est demandé aux uns et aux autres, ça ne pourra jamais marcher. Le deuxième point, c'est effectivement mettre en place ce que certains ont appelé une démocratie implicative, c'est-à-dire à reconsidérer les rapports entre les territoires et l'État, reconsidérer les rapports entre l'action locale et l'action nationale, entre la société civile et les pouvoirs politiques. Et puis un troisième élément qui, à mon sens, est le sous-jacent de tout ça, c'est travailler sur notre imaginaire. Travailler sur un nouvel imaginaire en termes démocratiques, c'est-à-dire bien vivre ensemble dans le respect de la personne humaine et du rapport au vivant. Je crois que c'est absolument indispensable. Il faut un nouveau projet, je cite, correspondant à un nouveau système de valeurs, lequel, c'est essentiel, doit recueillir l'acceptation des individus. Pour concilier le social et l'écologie, il est nécessaire de répondre aux besoins de sécurité des citoyens et des couches populaires souvent précaires et de reconnaissance des gens et notamment des populations invisibles. Autrement dit, chacun, quel que soit son âge, son sexe, sa couleur de peau, ses sensibilités, ses revenus, doit participer à la construction de cette société. Il faut passer à une société de pleine activité. C'est donc les valeurs et le sens de la responsabilité, de la justice, de la créativité qui peut nous aider à participer à cet univers commun. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors en conclusion, la justice climatique est peut-être en train de changer la donne, même s'il y a ce revers de la Cour suprême des États-Unis, avec des révolutions juridiques qui touchent à la fois au droit et aux institutions. Au droit parce que de nouveaux concepts apparaissent et que des engagements qui pouvaient paraître de la soft law, du droit mou, deviennent des contraintes, mais aussi parce que les États sont condamnés. Les entreprises peuvent l'être aussi, et l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en juin 2021 est un précédent historique remarquable, puisque c'est la première décision qui reconnaît le droit des générations futures
et fait primer ce droit en quelque sorte sur des situations plus confortables pour les générations présentes. Cette influence de la justice reflète le mouvement de la société. Ce n'est pas un gouvernement des juges, c'est simplement la prise de conscience de la responsabilité des uns et des autres là où ils se trouvent. Et c'est donc quelque chose qui est tout à fait essentiel. Voilà, j'ai résumé brièvement le propos que j'ai tenu dans ces longues pages d'écriture. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup pour votre contribution et puis pour cette présentation effectivement très succincte de votre article. Nous aurons certainement beaucoup de questions à vous poser et à poser à l'ensemble des intervenants. Je vais maintenant demander à donc notre dernier intervenant qui intervient par vidéo. C'est bien ça. Donc j'ai demandé à Alexia si elle peut envoyer voilà la vidéo Alors, de juste un mot peut-être. Oui. Je ne sais pas s'il se présente, mais Loïs Mallet donc est directeur de l'Institut Momentum, qui est donc un laboratoire d'idées sur le devenir de nos sociétés face aux effondrements. Et donc, dans le cadre de cette réflexion qu'il y a dans la revue sur le devenir de nos sociétés dans la longue urgence, là, il va présenter des travaux de l'Institut Momentum sur une certaine vision de l'Île-de-France en 2050, après donc une rupture majeure. Vous l'entendrez bien. Bonjour à vous, à toutes et tous. Donc, je m'appelle Loïs Mallet, je suis chercheur indépendant, ancien directeur de l'Institut Momentum et j'ai coécrit avec Benoît Thévard, ingénieur des mines et consultant indépendant sur les questions de résilience, l'article intitulé « La biorégion en Île-de-France, une société écologique post-rupture ». C'est un article qui travaille avec en fait le rapport Biorégion 2050, l'Île-de-France après l'effondrement, adapté en livre aux éditions White Project, sous le titre de Le Grand Paris après l'effondrement, et qui est issu en fait d'un travail de scénarisation en 2050, un scénario post-effondrement, dans lequel en fait l'Île-de-France réémergerait après une période que nous appelons les 30 obscurs, une période difficile, une boîte noire dans laquelle nous ne détaillons pas les choses, mais qui signerait la fin de la société thermo-industrielle, pour le faire court. Ce scénario, c'est un scénario de prospective discontinuiste et catastrophiste qui donne la part belle en fait à l'incertitude, aux catastrophes et aux effondrements qui menacent les décennies à venir.
Pour la faire très courte sur ce scénario, je vous invite à les consulter pour en avoir le détail, car nous avons été vraiment prolifiques sur la description du mode de vie biorégional. C'est un scénario dans lequel la population est divisée par 2 en 2050, c'est le résultat notamment d'un exode urbain assez important, mais dans lequel aussi l'autosuffisance alimentaire est atteinte à travers la participation très large à la production alimentaire, paysanne, biologique, locale évidemment, en permaculture. C'est le scénario dans lequel la mobilité est très largement démotorisée. Il restera tout de même des trains pour les connexions notamment inter-biorégionales. Et c'est donc l'échelon du politique. Le politique se fera principalement à l'échelle biorégionale. Sachant que l'Île-de-France, en tant que région, en tant que fédération biorégionale, se composera donc de 8 biorégions. 4 d'entre elles toucheront la capitale, devenue une écopolis, et qui l'engendreront et la nourriront. Donc voilà un peu pour le détail les lignes majeures de ce scénario. Hein. Mais je vais vous parler maintenant plutôt de la politique, parce que nous avons adressé la question politique dans cet article de différentes manières. Je vous les cite très rapidement et puis je vous invite à le lire pour en avoir le détail. Nous avons travaillé la question de la relation entre l'incertitude et le politique, à la fois l'incertitude en politique, signe de notre temps aujourd'hui, mais aussi les politiques de l'incertitude, qui doivent être un peu la trajectoire, l'ambition politique que nous avons avec la biorégion. Donc c'est une articulation intéressante qui nous permet de revaloriser l'action politique en période d'incertitude, chose qui nous semble indispensable. Nous avons aussi évoqué la question de l'articulation entre la biorégion et l'urgence, notamment la longue urgence, thème de ce numéro de la revue. Et nous avons articulé ça de la sorte que en fait, la biorégion décalait le regard de l'urgence, non pas en adressant la chose de manière extrêmement élevée, à très haut niveau, en fait, à un niveau systémique, mais en adressant la chose de manière très territorialisée, de sorte que la biorégion accepte une forme d'échec de la transition écologique, mais donne la force et l'énergie et les bonnes bases pour construire une transformation écologique très solide et très profonde de la société. Nous avons aussi parlé de la question de l'autoritarisme, qui nous a été très importante, étant donné que nous envisageons que dans les temps qui viennent, l'activisme écologiste se fera de plus en plus véhément et que la répression politique en face sera aussi de plus en plus violente et que l'articulation des deux formera une forme de spirale de la violence. Et face à ça, la perspective biorégionale envisage en fait une forme de parade, de désaffiliation, on pourrait dire territoriale, de l'État central pour former des micro-sociétés écologiques qui, articulées entre elles, feraient contagion. Cette manière de penser les choses permettrait aussi de lutter contre les écofascismes, c'est-à-dire cette tentation du pouvoir de mettre en place des politiques environnementalistes respectueuses des limites planétaires, mais qui porteraient une atteinte extrêmement grave aux droits humains et à la dignité humaine, notamment par des méthodes néo-malthusiennes qui constitueraient donc par exemple à réduire la population de manière violente, notamment chez les plus pauvres. Donc voilà un peu pour tracer le trait de notre travail, donc cette articulation voilà, entre la biorégion et la question de la violence en politique. Et nous avons enfin donc terminé par une défense en fait, de la vision biorégionale et des politiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour y arriver. Donc c'est à la fois des politiques de résilience territoriale, de solidarité, de voisinage, d'apprentissage, de savoir-faire et de savoir-vivre low-tech. C'est aussi une politique qui fait des alliances avec les autres enjeux, les autres luttes sociales pour l'émancipation. Donc, par exemple, à l'écoféminisme, qui porte cette notion du soin envers les personnes, mais aussi envers le vivant en général. Et donc voilà, il nous semble que la biorégion, de ce point de vue-là, est une perspective politique très intéressante. Et on vous invite donc à en prendre connaissance et peut-être à vous l'approprier vous aussi.
Bien, nous arrivons à la fin de cette soirée. Merci aux intervenants pour la richesse de leurs exposés. Merci aux questions qui ont été posées. Nous avons vu au travers de ce numéro, un numéro qui porte un nom sur l'enjeu numéro 1, sans doute, pour l'humanité, et donc avec une très grande complexité, induisant à la fois des aspects technologiques et pratiques, des aspects juridiques, des aspects ayant trait à la sociologie, à la philosophie, et par conséquent, de vastes chantiers devant nous. Pour mettre en œuvre des décisions qui soient opérationnelles, il faut aussi les faire connaître. Et par conséquent, tout ce que vous pourrez faire pour diffuser ce numéro via vos réseaux sociaux est le bienvenu. Il me reste à vous remercier et vous souhaiter une bonne soirée et de nous revoir rapidement pour d'autres numéros qui donneront lieu également à des exposés du même style. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir, merci beaucoup. Bonne soirée. Si, bonne Au soirée. revoir. Au revoir.